Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais commencer à vous raconter les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Je vous souhaite une très belle écoute à tous. Installation. Ce sont les lapins qui ont été étonnés. Depuis si longtemps qu'ils voyaient la porte du moulin fermée, les murs et la plateforme envahis par les herbes, ils avaient fini par croire que la race des meuniers était éteinte. Et, trouvant la place bonne, ils en avaient fait quelque chose comme un quartier général, un centre d'opération stratégique, le moulin de Gemap des lapins. La nuit de mon arrivée, il y en avait bien, sans mentir, une vingtaine assis en rond sur la plateforme, en train de se chauffer les pattes à un rayon de lune. Le temps d'entr'ouvrir une lucarne, frout, voilà le bivouac en déroute, et tous ces petits derrières blancs qui détalent, la queue en l'air dans le fourré. J'espère bien qu'ils reviendront. Quelqu'un de très étonné aussi en me voyant, c'était le locataire du premier, un vieux hibou sinistre, à la tête de penseur, qui habite le moulin depuis plus de 20 ans. Je l'ai trouvé dans la chambre du haut, immobile et droit sur l'arbre de couche, au milieu des plâtras, des tuiles tombées. Il m'a regardé un moment avec son œil rond, puis tout effaré de ne pas me reconnaître, il s'est mis à faire « ouh, ouh » et à secouer péniblement ses ailes grises de poussière. Ces diables de penseurs, ça ne se brosse jamais. N'importe, tel qu'il est avec ses yeux clignotants et sa mine renfrognée, ce locataire silencieux me plaît encore mieux qu'un autre. Et je me suis empressée de lui renouveler son bail. Il garde comme dans le passé tout le haut du moulin avec une entrée par le toit. Moi je me réserve la pièce du bas, une petite pièce blanchie à la chaux, basse et voûtée comme un réfectoire de couvent. C'est de là que je vous écris, ma porte grande ouverte, au bon soleil. Un joli bois de pin tout étincelant de lumière dégringole devant moi jusqu'au bas de la côte. À l'horizon, les alpilles découpent leurs crêtes fines. Pas de bruit. À peine de loin en loin, un son de fifre, un courlis dans les lavandes, un grelot de mule sur la route. Tout ce beau paysage provençal ne vit que par la lumière. Et maintenant, comment voulez-vous que je le regrette, votre Paris bruyant et noir? Je suis si bien dans mon moulin. C'est si bien le coin que je cherchais, un petit coin parfumé et chaud, à 1000 lieues des journaux, des fiacres, du brouillard. Et que de jolies choses autour de moi. Il y a à peine 8 jours que je suis installée. J'ai déjà la tête bourrée d'impressions et de souvenirs. Tenez, pas plus tard qu'hier soir, j'ai assisté à la rentrée des troupeaux dans un mât, une ferme, qui est au bas de la côte, et je vous jure que je ne donnerai pas ce spectacle pour toutes les premières que vous avez eues à Paris cette semaine. Jugez plutôt. Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage, quand viennent les chaleurs, d'envoyer le bétail dans les Alpes. Bêtes et gens passent 5 ou 6 mois là-haut, logés à la belle étoile, dans l'herbe jusqu'au ventre. Puis, au premier frisson de l'automne, on redescend au mât, et l'on revient brouter bourgeoisement les petites collines grises que parfume le romarin. Donc hier soir, les troupeaux rentraient. Depuis le matin, le portail attendait, ouvert à 2 battants. Les bergeries étaient pleines de paille fraîche. D'heure en heure, on se disait « Maintenant,
Ils sont à Eyguières, maintenant au Paradou. Puis tout à coup, vers le soir, un grand cri. Les voilà! Et là-bas, au lointain, nous voyons le troupeau s'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semble marcher avec lui. Les vieux béliers viennent d'abord, la corne en avant, l'air sauvage. Derrière eux, le gros des moutons. Les mères un peu lasses, leurs nourrissons dans les pattes. Les mules à pompons rouges, portant dans des paniers les agnelets d'un jour qu'elles bercent en marchant. Puis les chiens tout suants, avec des langues jusqu'à terre, et deux grands coquins de berger drapés dans des manteaux de caddis roux, qui leur tombent sur les talons comme des chapes. Tout cela défile devant nous joyeusement et s'engouffre sous le portail, en piétinant avec un bruit d'averse. Il faut voir quel émoi dans la maison. Du haut de leur perchoir, les gros pans verts et or à crête de tulle ont reconnu les arrivants et les accueillent par un formidable coup de trompette. Le poulailler qui s'endormait se réveille en sursaut. Tout le monde est sur pied. Pigeons, canards, dindons, pintades. La basse-cour est comme folle. Les poules parlent de passer la nuit. On dirait que chaque mouton a rapporté dans sa laine, avec un parfum d'Alpes sauvages, un peu de cet air vif des montagnes qui grise et qui fait danser. C'est au milieu de tout ce train que le troupeau gagne son gîte. Rien de charmant comme cette installation. Les vieux béliers s'attendrissent en revoyant leur crèche, les agneaux, les tout petits, ceux qui sont nés dans le voyage et n'ont jamais vu la ferme, regardent autour d'eux avec étonnement. Mais le plus touchant encore, ce sont les chiens, ces braves chiens de berger, tout affairés après leurs bêtes et ne voyant qu'elles dans le mât. Le chien de garde a beau les appeler du fond de sa niche, le seau du puits, tout plein d'eau fraîche, a beau leur faire signe. Ils ne veulent rien voir, rien entendre, avant que le bétail soit rentré. Le gros loquet poussé sur la petite porte à claire-voie, et les bergers attablés dans la salle basse. Alors seulement, ils consentent à gagner le chenil, et là, tout en lapant leur écuellé de soupe, ils racontent à leurs camarades de la ferme ce qu'ils ont fait là-haut dans la montagne, un pays noir où il y a des loups et de grandes digitales de pourpre, pleines de rosée jusqu'au bord. La diligence de Beaucaire. C'était le jour de mon arrivée ici. J'avais pris la diligence de Beaucaire, une bonne vieille patache qui n'a pas grand chemin à faire avant d'être rendue chez elle, mais qui flâne tout le long de la route pour avoir l'air le soir d'arriver de très loin. Nous étions 5 sur l'impériale, sans compter le conducteur. D'abord un gardien de Camargue, petit homme trapu, poilu, sentant le fauve, avec de gros yeux pleins de sang et des anneaux d'argent aux oreilles. Puis 2 Beaucairois, un boulanger et son gendre, tous deux très rouges, très poussifs, mais des profils superbes, 2 médailles romaines à l'effigie de Vitellius. Enfin sur le devant, près du conducteur, un homme. Non, une casquette, une énorme casquette en peau de lapin, qui ne disait pas grand-chose et regardait la route d'un air triste. Tous ces gens-là se connaissaient entre eux et parlaient tout haut de leurs affaires, très librement. Le Camarguais racontait qu'il venait de Nîmes, mandé par le juge d'instruction pour un coup de fourche donné à un berger. On a le sang vif en Camargue. Et à Beaucaire, donc. Est-ce que nos 2 Beaucairois ne voulaient pas s'égorger à propos de la Sainte Vierge? Il paraît que le boulanger était d'une paroisse depuis longtemps vouée à la Madone, celle que les Provençaux appellent la Bonne Mère et qui porte le petit Jésus dans ses bras.
Le gendre, au contraire, chantait au lutrin d'une église, toute neuve, qui était consacrée à l'Immaculée Conception, cette belle image souriante qu'on représente les bras pendants, les mains pleines de rayons. La querelle venait de là. Il fallait voir comme ces deux bons catholiques se traitaient, eux et leur Madone. « Elle est jolie, ton Immaculée. Va-t'en donc avec ta bonne mère. Elle en a vu de grises, la tienne, en Palestine. Et la tienne, ouh, la laide, qui sait ce qu'elle n'a pas fait? Demande plutôt à Saint-Joseph. » Pour se croire sur le port de Naples, il ne manquait plus que de voir luire les couteaux, et ma foi, je crois bien que ce beau tournoi théologique se serait terminé par là, si le conducteur n'était pas intervenu. « Laissez-nous donc tranquilles avec vos madones, dit-il en riant au Beaucairois. Tout ça, c'est des histoires de femmes. Les hommes ne doivent pas s'en mêler. » Là-dessus, il fit claquer son fouet d'un petit air sceptique qui rangea tout le monde de son avis. La discussion était finie, mais le boulanger, mis en train, avait besoin de dépenser le restant de sa verve, et se tournant vers la malheureuse Casquette, silencieuse et triste dans son coin, il lui dit d'un air goguenard: « Et ta femme à toi, rémouleur, pour quelle paroisse tient-elle » Il faut croire qu'il y avait dans cette phrase une intention très comique, car l'impériale tout entière partit d'un gros éclat de rire. Le rémouleur ne riait pas, lui. Il n'avait pas l'air d'entendre. Voyant cela, le boulanger se tourna de mon côté. « Vous ne la connaissez pas, sa femme, monsieur? Une drôle de paroissienne, allez. Il n'y en a pas de comme elle dans Beaucaire. » Les rires redoublèrent. Le rémouleur ne bougea pas. Il se contenta de dire tout bas, sans lever la tête: « Tais-toi, boulanger. » Mais ce diable de boulanger n'avait pas envie de se taire. Il reprit de plus belle: « Vieille daze, le camarade n'est pas à plaindre d'avoir une femme comme celle-là. Pas moyen de s'ennuyer un moment avec elle. Pensez donc, une belle qui se fait enlever tous les 6 mois. Elle a toujours quelque chose à vous raconter quand elle revient. C'est égal, c'est un drôle de petit ménage. Figurez-vous, monsieur, qu'il n'était pas marié depuis 1 an. Paf! Voilà la femme qui part en Espagne avec un marchand de chocolat. Le mari reste seul chez lui à pleurer et à boire. Il était comme fou. Au bout de quelque temps, la belle est revenue dans le pays, habillée en espagnol, avec un petit tambour à grelots. Nous lui disions tous: « Cache-toi, il va te tuer !» Ah ben oui, l'a tué. Ils se sont remis ensemble, bien tranquillement, et elle lui a appris à jouer du tambour de basque. Il y eut une nouvelle explosion de rire. Dans son coin, sans lever la tête, le rémouleur murmura encore: « Tais-toi, boulanger. » Le boulanger n'y prit pas garde et continua: « Vous croyez peut-être, monsieur, qu'après son retour d'Espagne, la belle s'est tenue tranquille. Ah, mais non. Son mari avait si bien pris la chose. Ça lui a donné envie de recommencer. Après l'espagnol, ça a été un officier, puis un marinier du Rhône, puis un musicien, puis un... Est-ce que je sais? Ce qu'il y a de bon, c'est que chaque fois c'est la même comédie. La femme part, le mari pleure, elle revient, il se console, et toujours on la lui enlève, et toujours il la reprend. Croyez-vous qu'il a de la patience, ce mari-là? Il faut dire aussi qu'elle est crânement jolie, la petite rémouleuse. Un vrai morceau de cardinal, vive, mignonne, bien roulée, avec ça une peau blanche et des yeux couleur de noisette, qui regarde toujours les hommes en riant. Ma foi, mon Parisien, si vous repassez jamais par Beaucaire... » « Oh, tais-toi, boulanger, je t'en prie, » fit encore une fois le pauvre rémouleur avec une expression de voix déchirante. À ce moment, la diligence s'arrêta. Nous étions au mât des Anglores.
C'est là que les deux Beauquerrois descendaient, et je vous jure que je ne les retins pas. Farceur de boulanger, il était dans la cour du mât qu'on l'entendait rire encore. Ces gens-là partis, l'impériale sembla vide. On avait laissé le Camarguais à Arles. Le conducteur marchait sur la route à côté de ses chevaux. Nous étions seuls là-haut, le rémouleur et moi, chacun dans notre coin, sans parler. Il faisait chaud, le cuir de la capote brûlait. Par moments, je sentais mes yeux se fermer et ma tête devenir lourde, mais impossible de dormir. J'avais toujours dans les oreilles ce « tais-toi, je t'en prie », si navrant et si doux. Ni lui non plus, le pauvre homme, il ne dormait pas. De derrière, je voyais ses grosses épaules frissonner et sa main, une longue main blafarde et bête, trembler sur le dos de la banquette comme une main de vieux. Il pleurait. « Nous voilà chez vous, Parisiens !» me cria tout à coup le conducteur, et du bout de son fouet, il me montrait ma colline verte avec le moulin piqué dessus comme un gros papillon. Je m'empressais de descendre. En passant près du rémouleur, j'essayais de regarder sous sa casquette. J'aurais voulu le voir avant de partir. Comme s'il avait compris ma pensée, le malheureux leva brusquement la tête et, plantant son regard dans le mien, « Regardez-moi bien, l'ami, me dit-il d'une voix sourde, et si un de ces jours vous apprenez qu'il y a eu un malheur à Beaucaire, vous pourrez dire que vous connaissez celui qui a fait le coup. » C'était une figure éteinte et triste, avec de petits yeux fanés. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais dans cette voix, il y avait de la haine. La haine, c'est la colère des faibles. Si j'étais la rémouleuse, je me méfierais. Merci pour votre écoute. À bientôt.